Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape de la Cro-Race Tour de Croatie. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette étape qui n'était pas très passionnante, on va pas se mentir. On va revenir sur le sprint et puis on parlera un petit peu de ceux qui ont performé sur ce sprint, ceux qui ont été un petit peu plus en difficulté. Je pense que la vidéo ne sera pas très longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Si vous voulez soutenir mon travail de solution, soit vous cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, et dans ce cas-là, je vous conseille de vous abonner, de rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. Et puis, autre solution, ça c'est seulement si vous avez les moyens, eh bien vous pouvez soutenir mon travail en faisant un super thanks. On commence tout de suite avec cette étape de la Cro-Race. On parlait donc de Biograd na Moru pour aller à Novalja, 114 km 500 seulement. C'était une étape très courte, très rapide, 397 de moyenne, parce qu'il y a eu assez peu de temps mort. Il y a eu une petite échappée qui s'est formée, mais ça a duré quoi? Allez, même pas 30 km. Sinon, le peloton était vraiment en place pour jouer en sprint. Ça s'est joué en 2h16 aujourd'hui. Toutes les équipes étaient assez nerveuses. Et puis dans le final, il y a eu pas mal d'attaques, notamment à un moment, on s'est retrouvé avec un petit groupe où il y avait la DSM, notamment bien représentée avec Warren Barguil. Il y a eu Pablo Castrillo également qui a tenté, Kim Hajduk aussi. Mais à la fin, nous avons quand même eu un sprint. Et un sprint assez tendu sur la fin quand même. Et puis un Molano qui nous a fait une marque Cavendish, mais ça on va en parler un petit peu plus tard dans cette vidéo. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Alors, pourquoi je disais que Juan Sebastian Molano, l'un des premiers coureurs top de la journée, le vainqueur de l'étape, a fait une marque Cavendish? Eh bien tout simplement parce que Marc Cavendish, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand il gagne son étape sur le Tour de France, il slalome pas mal entre les coureurs. Eh bien Molano, il l'a fait mais en version encore plus, parce que à 400 mètres de l'arrivée, il est au-delà de la 10e place. Et ensuite, il va slalomer entre les coureurs pour trouver l'ouverture. Je dirais 100 mètres de l'arrivée, même pas. Pour passer, je ne sais même pas s'il y avait encore 100 mètres. Je pense qu'il y avait moins de 100 mètres quand il est passé vraiment devant Lonardi. Il a vraiment réussi à battre Lonardi sur la fin du sprint. Mais il s'est vraiment battu aujourd'hui, Molano. Alors on sait que c'est un coureur qui est plutôt assez... qui joue souvent des coudes, on le sait, Juan Sebastian Molano, mais qui a quand même cette faculté à savoir se débrouiller dans le final des étapes et à savoir se faufiler surtout. C'est un coureur qui est très bon même dans les sprints où vous avez des longues lignes droites, parce que c'est fait partie des coureurs qui savent extrêmement bien se faufiler. Et c'est vrai que la Molano, dans ce final d'étape, a été très bon dans ces 400 derniers mètres pour se faufiler, pour trouver des solutions, trouver l'ouverture, sans mettre en danger ses adversaires. Parce que c'est vrai que parfois, quand vous faites ça, vous bloquez un adversaire. Il n'a absolument pas bloqué les adversaires. Mais voilà, les adversaires étaient des chicanes mobiles pour Juan Sebastian Molano. Et un peu comme Cavendish, qui avait réussi à faire un mouvement très propre aussi quand il gagne son étape cette année sur le Tour de France. Eh bien Juan Sebastian Molano a fait un petit peu la même chose. Juan Sebastian Molano qui n'avait pas gagné depuis très longtemps avant cette étape de la Cro-Race. Il n'avait pas gagné en cette année 2024. On l'avait vu un peu sur le Giro, notamment 3e à Naples, mais ça n'avait pas été exceptionnel malgré le travail que faisait parfois Pogačar pour l'aider, mais c'est vrai qu'il n'avait pas forcément beaucoup d'équipiers autour de lui. Il avait pris une 5e place sur le Alula Tour, sur une des étapes du Alula Tour. C'est un coureur qui a assez peu couru, on est à seulement 56 jours de course, donc ça lui permet d'avoir de la fraîcheur. On parlait de Bittner qui était à 86 jours de course, mais là Molano lui il est à 56 seulement. Il a abandonné sur le Tour de République tchèque, abandonné sur le Tour de Pologne, abandonné également sur Run et 8 Tours, sur la Bemork Classic, sur le circuit franco-belge. Pas mal d'abandon du côté de Juan Sebastian Molano, mais là
le résultat est venu. C'est vrai que c'est un coureur qui a débuté en 2015 et qui est chez UAE depuis 2019. Il a un contrat jusqu'en 2026. Et là, il n'avait pas gagné Molano depuis l'année dernière, la même période où il avait gagné sur le Great Tour of Gandhi et sur la Vuelta. Donc c'est un coureur qui aime plutôt les deuxièmes parties de saison. Donc ouais, il n'avait pas gagné depuis quasiment un an. Voilà, quasiment un an qu'il n'avait pas gagné. Il a eu une année 2024 plus compliquée que les précédentes. Hein. Oui, c'était moins bien qu'en 2023, moins bien qu'en 2022. Il faut revenir au moment de la Covid pour avoir des années plus compliquées pour lui, mais il y avait moins de jours de course aussi. Hein. Je pense que 2020, il avait couru 49 jours et 2019, pardon, il avait couru que 57 jours aussi, puisqu'il avait eu quelques pépins physiques. Et c'est vrai que là, il a réussi. Et puis, il était beaucoup plus jeune à l'époque, hein, 2019, il venait d'arriver chez UAE. Et puis surtout, Molano, à ce moment-là, 2019, c'était sa première année en World Tour. Il venait de la Manzana Postobon, alors qui était une équipe de deuxième division. Cette formation-là, Manzana Postobon, mais qui n'était pas une grosse structure. Voilà, c'était une petite équipe, on va dire, pour cette formation colombienne qui était surtout performante sur des compétitions de deuxième division. Et c'est vrai que là, pour Molano, il y avait quand même besoin de se montrer en termes de résultats, parce qu'encore une fois, les dernières semaines n'avaient pas été véritablement exceptionnelles. Donc là, je trouve que c'est intéressant du côté de Molano, de ce côté-là, d'avoir réussi à se montrer sur cette course, sur une période où il est plutôt performant. Molano, sur une étape qui était très courte, qui était très nerveuse. C'est vrai qu'il n'a pas fait le sprint intermédiaire, parce que j'ai oublié d'en parler, mais il y avait un sprint intermédiaire à 5 km de l'arrivée, à 4 km 500 même de l'arrivée. C'est-à-dire qu'il y avait on passait une première fois sur la ligne d'arrivée à 4 km 500, on faisait un tout petit circuit pour revenir sur la ligne d'arrivée. Donc il y avait sur le premier passage un sprint intermédiaire qui a peut-être fatigué certains coureurs qui l'ont tenté. Et du côté de Molano, lui, il s'est concentré plus sur la victoire. Mais il a surtout été très bon dans le final. Il arrive parfaitement à se faufiler, Juan Sebastián Molano. Et ça a fait la différence sur cette étape. Parce que là, aujourd'hui, il peut être en dehors du top 10. Pour tout vous dire, hier, j'en avais pas parlé, il finit 120e. Parce que j'avais pas regardé forcément la liste de départ complète. Donc voilà, j'avais pas vu qu'UAE était là, que j'avais vu qu'UAE était là avec 2-3 coureurs, mais j'avais pas vu qu'ils avaient emmené Molano. Pour moi, Molano, pour moi, il avait presque déjà fini sa saison, Molano. Et c'est vrai qu'on l'a vu là performant sur cette course. Non, puis je me disais peut-être qu'il ferait plus Paris-Tour, Molano. Parce que comme on le voit quand même pas mal sur le classique flandrienne. Paris-Tour qui va se dérouler dans des conditions extrêmement difficiles. Hein. J'ai vu l'état de certains chemins de terre, chemins empierrés, des chemins de vigne. Sont bien humides, c'est des flaques d'eau pour le moment. Alors, ils essayent d'évacuer un petit peu l'eau avec la voirie. Mais ça a l'air d'être bien compliqué. Puis surtout, pour tout vous dire, là, aujourd'hui il pleuvait pendant une grande partie de la journée. Parce que là il est 18h50 et il fait quasiment plus vraiment très jour. Et donc je pense que ça va être une épreuve pas simple pour les coureurs. C'est vrai que contrairement à l'année dernière, où quand on a fini l'année, on va pas se mentir, quand on a fait Paris-Tour, j'étais en short et en t-shirt. Ça fait depuis longtemps que je remets des pulls, pour tout vous dire. Avec les conditions climatiques cette année, on est revenu sur des conditions normales de saison et pas des conditions exceptionnelles. On est tellement plus habitué que oui, il fait froid, il fait frais. Et donc les coureurs ont remis les manchettes
Alors que l'année dernière, on était en short t-shirt au moment de Paris Tour, je m'en souviens, parce que j'avais dit on arrête la saison, mais bon, on pouvait encore continuer. Et on l'a vu notamment l'année Covid en 2020, mais que finir en octobre du côté du cyclisme, on peut aller un petit peu plus loin encore, finir fin octobre, même continuer peut-être un petit peu en novembre sur certaines épreuves, si on veut, pour être sincère avec vous. On a parfois des courses qui chevauchent un petit peu trop dans le calendrier, donc étendre un petit peu le calendrier sur la durée, ça permettrait peut-être d'avoir moins de chevauchement, même si après on aurait un chevauchement avec les coureurs qui veulent faire du cyclocross ou qui veulent faire d'autres épreuves, mais on sait très bien que contrairement au tennis, au tennis vous êtes tout seul, donc vous êtes obligé de faire toutes les compétitions et d'être présent de fin décembre à novembre. Là, quand vous êtes... et puis il y a le système de défense de points. Dans une équipe professionnelle, déjà le classement UCI individuel, on s'en tape un petit peu, on va pas se mentir. Et donc on a des équipes et forcément un coureur, deux coureurs absents, c'est pas un problème pour le mois d'octobre, surtout s'il n'y a pas 150 courses en même temps. Ça va être moins problématique. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt pour qu'on étende un petit peu le calendrier pour éviter d'avoir... Parfois on a certaines journées à 5, 6 courses en même temps pour éviter un petit peu ce genre de phénomène et permettre à certaines épreuves d'avoir peut-être un petit peu plus de visibilité en les décalant en fin de saison. Bon, pour Molano, donc vous avez compris, très belle étape, très belle journée, première victoire de la saison, d'une année qui n'aura pas été simple, mais ça va peut-être lui faire du bien et le faire repartir dans une dynamique positive à l'entraînement. Et pour cette période de vacances, même quand on a une saison difficile, quand on finit sur une note un peu meilleure, ça peut être ensuite un petit peu plus facile de repartir à l'abordage. On poursuit du côté des coureurs cyclistes qui ont fait une belle étape. Le deuxième top, et seulement le deuxième top de cette journée, c'est Giovanni Leonardi, de nouveau deuxième de cette étape, et donc désormais leader du général. Giovanni Leonardi qui a tenté de prendre les secondes de bonification à 4 km 500 de l'arrivée, mais qui s'est surtout concentré sur le sprint. C'était plus pour se placer, pour rester bien placé dans le peloton, qu'il a été à l'avant à ce moment-là. Un sprint du côté de Polti Cometa, mieux emmené. On voit Mastri et Serrano font 8 et 9, donc c'était plutôt bien emmené du côté de Polti. Giovanni Leonardi, il ne fait pas l'erreur d'hier. Hier, il est vraiment bloqué, il peut pas faire le sprint comme il veut et il part vraiment tardivement. En plus, il lance son sprint vraiment tard. Là, il a tenté de lancer un petit peu plus tôt. Le problème du côté de Giovanni Leonardi, c'est quand il lance son sprint, eh bien, il a du mal à tenir sur les 25 derniers mètres. Alors, c'est surtout Molano qui fait un très bon sprint. Il a été quand même battu pour moi par meilleur aujourd'hui Leonardi sur cette étape-là. Je trouve que Molano était quand même assez exceptionnel, mais le coureur italien de la Polti Cometa, il lui en manque un petit peu sur les 10-15 mètres. C'est là où Molano arrive vraiment à faire la différence. Bon voilà, c'est dommage, c'est quand même un coureur qui fait cette année une très grande saison, hein. On en parlait un petit peu, Leonardi, mais il a vraiment passé un cap à 27 ans. C'est pourtant un coureur qui est professionnel depuis 2019 dans des équipes de deuxième division, mais jusqu'à maintenant en termes de résultats, il y avait eu des victoires, mais il n'y avait pas eu forcément une régularité sur une saison. Là, l'avantage du côté du coureur de la Polti Cometa, c'est qu'il a réussi vraiment à avoir une belle régularité sur toute l'année 2024. On le voit, de top 10 désormais sur la Crorès. Vous avez également 2 top 10 sur le Tour du Poitou-Charentes, un top 10 sur le Tour du Limousin qui était pourtant pas facile. Le ZLM Tour, il fait 4 top 10. Même sur le Tour d'Italie, il a été présent, il a été vraiment bien. Sur le Tour d'Italie, il a 4 top 10. Voilà, donc il a été bon pendant toute l'année. Et ça a été la différence par rapport aux saisons précédentes où il y avait quelques coups d'éclat. Mais là, il a réussi à être bon depuis février, parce qu'il était là sur le Tour de la Communauté de Valence, jusqu'à octobre.
Et ça, c'est pas donné à tout le monde, c'est presque que sur le Tour du Luxembourg où il s'est un petit peu planté. Un Tour du Luxembourg qui n'était pas véritablement facile par rapport à ses qualités. C'est-à-dire que c'est une course où déjà il y a un bon niveau, mais c'est surtout une course où il y avait pas mal d'arrivées un petit peu techniques, un peu difficiles. On n'a pas eu forcément beaucoup de sprints sur ce Tour de Luxembourg, et pour Leonardi, voilà, c'était pas forcément évident sur cette épreuve, mais je trouve que vraiment l'Italien a fait une bonne saison et cette deuxième place le confirme, désormais en tête de cette Crow Race. Demain, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué par contre pour lui, avec un final un petit peu plus difficile. On le verra lorsqu'on parlera du classement, des différents classements en fin de vidéo. Mais tout de suite, on parle des bonnets d'âne. Les bonnets d'âne, je commence avec la Bahreïn. J'ai pas compris un truc du côté de la Bahreïn Victorious aujourd'hui. Certes, ils ont un coureur qui fait 4ème aujourd'hui. Le problème, c'est qu'hier, le coureur qui fait un bon classement, c'est Bruto Messo. Bruto Messo, on en a parlé hier, jeune coureur italien qui a 20 ans. Alors, est-ce que hier, c'était pas lui qui devait faire le sprint? Peut-être, hein. J'ai pas eu cette impression-là, mais là, aujourd'hui, on a décidé de faire sprinter Nicolo Buratti, coureur qui a 23 ans, arrivé à la Bahreïn en avril l'année dernière, jusqu'à maintenant pas 150 000 résultats de qualité. Cette année, c'est 11 points UCI. L'année dernière, c'était 58 points UCI. Voilà, c'est pas exceptionnel. Même s'il avait pris des échappées à Grande Piemonte sur le Tour de Lombardie. Et il avait déjà été présent sur la Crow Race où il avait pris des places sur les sprints. Mais qui était déjà quasiment le même parcours en 2023. Je viens de voir, c'est assez incroyable. Parce que c'est souvent le même parcours d'une année sur l'autre sur cette épreuve. Mais je suis assez surpris du fait que on ait fait sprinter Buratti, qu'on n'ait pas fait re-sprinter Bruto Messo, alors que pourtant il a le maillot blanc, qu'on pourrait se dire maillot blanc ça peut être pas mal. Et surtout, du côté de la Bahreïn, un peu comme hier, c'est-à-dire que vous avez Zambanini qui est dans le top 10, mais qui n'a pas eu un rôle si important que ça pour placer son leader. C'est-à-dire qu'hier, Bruto Messo, il n'est pas forcément aidé, je trouve, énormément par Zambanini. Et pareil, Buratti aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'il soit énormément aidé par Zambanini. Donc je ne sais pas quelle est la stratégie du côté de la Bahreïn, mais je trouve ça un petit peu dommageable parce que là j'ai l'impression que c'est pas clair. J'ai l'impression qu'on fait sprinter tout le monde. Alors à part si dans l'idée c'est de donner de la confiance à Buratti, voir ce qu'il vaut, voir ce que vaut Bruto Messo et ensuite décider. C'est peut-être ça du côté de la Bahreïn, parce que c'est vrai que là au départ de cette épreuve, on va pas se mentir qu'on est parti quand même plutôt avec une équipe assez jeune, même si on a Fred White, on a Gradec, derrière Stannard n'est pas très vieux, Milosevic non plus, Stannard qui a repris après sa suspension, Bruto Messo c'est jeune, Zambanini a un peu plus d'expérience, mais on sent qu'on est sur une équipe quand même, on n'a pas pris forcément la plus grosse équipe au monde du côté de la Bahreïn. Milosevic il est obligé de venir parce qu'il est croate, mais j'ai été assez surpris de la manière dont a couru cette équipe aujourd'hui, parce que moi je me disais, hier on a vu Bruto Messo, on revoit Bruto Messo sur cette étape, et on va le refaire sprinter, ou on va faire sprinter, allez pourquoi pas Zambani. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit Buratti du côté de la Bahreïn. Donc je trouve qu'on s'est peut-être un petit peu perdu du côté de cette étape. Après pour Buratti, ça fait un résultat, parce que c'est un coureur qui en manque un petit peu, on va pas se mentir, depuis qu'il est à la Bahreïn. Il a encore une année de contrat à la Bahreïn, lui qui a commencé dans le team Friuli ASD, donc qui est maintenant la réserve de la Bahreïn Victorious. Deuxième coureur flop, Aolar. Pourquoi Aolar? Vous allez me dire, pourtant c'est pas un sprint exceptionnel, ça convenait peut-être pas aux coureurs vénézuéliens. On était sur un sprint en bosse, et c'est un peu la spécialité quand même normalement de Orluis Aolar. C'est ces sprints en faux plat montant. Là, c'était vraiment faux plat montant sur les 300 derniers mètres. Ce qui a fait
peut-être pour ça que Clonardi n'a pas réussi à passer devant Molano, parce que c'est vrai que sprint faux plat montant, Molano est très fort. Mais alors Luis Aolar, j'ai été assez surpris qu'il soit pas bien placé, parce que déjà hier je m'étais dit bon 14e, mais bon je m'étais dit c'est un sprint plat, enfin c'était même légèrement descendant pour moi le sprint d'hier, donc je m'étais dit bon ça lui convient pas forcément. Mais là aujourd'hui quand j'ai vu l'arrivée, je me suis dit ah bah tiens ça peut être pour Luis Aolar, surtout que le mec a remporté quand même le Trofeo Matteotti, il a eu des résultats cette année, et sur ce type de parcours-là, on l'a vu sur le Tour du Limousin, par exemple, les finales en faux plat montant, c'est vraiment quelque chose qui lui convient bien sur ces épreuves-là. On voit en plus des Carraroural rouler, donc je me dis, oh putain, on travaille pour Luis Aolar, on prend un petit peu enfin voilà, on a de l'ambition sur cette course du côté de la Carraroural, et bah, au final, il fait 15. Donc est-ce qu'il n'a pas réussi à trouver l'ouverture dans le final? Mais c'est, je pense, un petit peu un raté, surtout que c'est une course qui lui avait réussi l'année dernière. C'est une course qu'il avait remportée, cette Croix Race en 2023. Voilà, c'est un coureur qui a déjà un petit peu de niveau, hein, 10 victoires chez les professionnels jusqu'à maintenant. Donc je me disais, voilà, sur une course de ce niveau-là, or Luis Aolar, c'est un coureur qui peut vraiment obtenir un résultat sur un final de ce type-là, parce que si on regarde bien le Tour du Limousin, il arrive à remporter des étapes. Alors certes, le niveau est un petit peu plus faible, même si d'un côté comme de l'autre, ce sont des 2-1. Pardon, j'ai eu un bâillement. Le Tour du Limousin, il y avait un peu moins de densité au départ. Mais j'étais assez surpris, voilà, de voir Luis Aolar un petit peu derrière, surtout que les résultats ont été bons depuis le début de saison sur ce type d'arrivée-là, un petit peu vallonné, quand il y a voilà, un petit peu de difficulté. Alors on verra demain. Je savais qu'Luis Aolar demain, je sais pas, parce que demain c'est quand même 500 mètres à 10 ou 11%. Donc c'est un bon petit radar qu'on aura à prendre deux fois dans les 20 derniers kilomètres. Mais on verra si ça conviendra un peu plus à Luis Aolar. Alors après, peut-être qu'il n'a pas supporté, c'était quand même une étape un petit peu atypique aujourd'hui, les premiers kilomètres à 50 de moyenne, parce que voilà, encore une fois, l'étape s'est courue très rapidement. Peut-être que le rythme incessant de cette étape, il ne l'a pas vraiment supporté. Mais voilà, un petit peu déçu pour le coureur du Venezuela, qui en plus n'a pas fait les championnats du monde. Donc voilà, il pouvait participer au championnat du monde, il ne l'a pas fait. Coureur qui aura un rôle important parce qu'il va un peu remplacer Aramburu chez Movistar. Aramburu part chez Cofidis, lui il va avoir un peu le rôle d'Aramburu chez Movistar l'année prochaine. Donc on va voir ce que ça va donner pour lui dans cette formation. Mais ouais, ça va être intéressant de voir comment ça va se passer pour lui dans cette formation. Parce que voilà, il aura un rôle important pour ce type d'arrivée. Et c'est pas toujours facile pour les coureurs de deuxième division de monter en World Tour. Demandez notamment à Yann Aberastouri qui n'a jamais réussi à passer le cap chez Lidl Trek. Et puis je termine avec Robin Froidevaux, le Suisse. Pourtant on a vu un petit peu la Tudor rouler pendant cette étape. On a même beaucoup vu la Tudor dans les 40 derniers kilomètres. Donc je me disais, tiens, on a peut-être une idée pour Robin Froidevaux. C'est vrai qu'hier, ça s'était pas hyper bien passé pour lui. J'avais failli le mettre en flop déjà hier, Robin Froidevaux, mais bon, je m'étais un petit peu ravisé, on va dire, parce qu'il y avait d'autres coureurs qui avaient fait flop hier. Donc je me disais, tiens, là encore, il n'y a pas forcément de grosse densité. C'est un petit peu en faux plat montant aujourd'hui, Robin Froidevaux. À Chifflan, j'avais été très bon sur le gros sprint massif du Tour du Luxembourg. Donc je me dis, bon, c'est un coureur qui a une grosse pointe de vitesse. Ouais, il finit 23e. Hier, il finit déjà 13e. Je m'attendais, pour tout vous dire, à un petit peu mieux du Suisse.
sur une arrivée de ce type-là. Alors peut-être qu'il se concentre sur les jours à venir. Je suis pas convaincu en plus que Tudor ait forcément une grosse équipe là pour cette épreuve, hein, parce qu'ils sont partis avec Froidevaux, Wirtgen, Mika Hennig, Jacob Eriksson, Mikutis et Roman Holzer. Mikutis qui est un coureur lituanien qui est arrivé, qui est dans l'équipe U23 mais qui sera dans l'équipe 1 l'année prochaine, qui domine en Lituanie. Qu'est-ce qu'il a fait comme résultat? Pas grand chose pour le moment. Pour tout vous dire, à part en Lituanie, ici, 3ème du Flanders Tomorrow Tour, 3ème du Grand Prix de la Somme aussi, et 4ème du West Bohemia Tour. C'est pas non plus extraordinaire. Et c'est vrai que l'équipe au départ n'est pas exceptionnelle, hein, parce que on est plutôt sur des jeunes coureurs. Je pense qu'on a fait un mix avec la réserve, parce que vous avez des coureurs qui ont un peu d'expérience comme Jacob Eriksson par exemple, qui commence à être pas mal chez les pros. Et puis vous avez des Mika Hennig qui est arrivé l'année dernière du côté de la Tudor, qui est en fin de contrat. On va pas se mentir que pour le moment en termes de résultats c'est un petit peu le néant. 41 jours de course seulement fait par l'Allemand qui a 24 ans. Et puis Holzer, lui il a 21 ans. Il est encore dans l'équipe continentale pour le moment. Il a fait déjà quelques courses avec l'équipe numéro 1, mais on ne peut pas dire que son Baby Giro était exceptionnel à Roman Holzer. Donc il y a peut-être encore du travail à faire pour ce jeune coureur suisse. Voilà, mais un peu déçu du côté de la Tudor sur cette épreuve. Allez, on regarde tout de suite les différents classements et l'étape de demain. On regarde tout de suite les différents classements pour cette deuxième étape de la Crow Race. Le vainqueur du jour, Juan Sebastian Molano devant Giovanni Leonardi et Sam Walsford. Nicolo Boratti 4ème, Alexander Kristoff 5. Si on redescend un petit peu, on a eu quelques abandons aujourd'hui avec Domen Novak, l'équipier de Tadej Pogačar. Habituellement, Gregorisic de la Ljubljana et puis Elozegui de la Kern Pharma. On regarde le classement général de cette étape qui était très courte, encore une fois, 2h16 seulement de course, 114 km. Eh bien, Giovanni Leonardi en tête devant Alexander Kristoff, Cyrus Monk, Sam Walsford à 8 secondes. Vous avez Fred White qui est à 8 secondes, Gojkovic à 8 secondes, qui est le premier coureur d'équipe continentale. Classement. Dernier coureur de ce classement général, c'est Jaka Spoliar de Adria. Mobile du côté du classement par points, c'est Leonardi qui est en tête devant Christophe Molano Welsford. Du côté du maillot à poids, c'est Van der Tuck, Mugalde et Van der Woede dans ce classement. Classement du maillot du meilleur jeune, c'est Bruto Messo devant Pavel Bittner et Gojkovic. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien, c'est un petit peu comme hier, 19 équipes dans le même temps. Seule la Ljubljana Gusto Santic qui n'est pas dans ce classement. On va regarder même l'étape de demain du côté de cette Crow Race. Étape numéro 3, 154 km, un peu plus vallonné, un petit peu plus dur. On parlera de Autocac pour aller au Patilla. Et vous voyez, il y aura pas mal de difficultés, notamment une petite bosse dans le final, 500 mètres à 11% du côté de Opatilla. Et puis même un début de journée un petit peu vallonné. Voilà. Et tout ça toujours le long de la mer. Donc il faudra faire attention au vent, notamment sur la fin d'étape. Vous voyez, on ne sera pas loin de long de la mer. Puis il y aura une belle descente en plus, à 500 mètres, 1 km et 500 mètres de l'arrivée. Donc on va arriver très vite sur les 500 derniers mètres de course. Montée de Opatilla, ces 500 mètres que l'on prendra à 2 reprises. Donc il y aura quasiment 2 tours du circuit final. Et puis voilà, ça sera donc une étape pas simple pour les coureurs. Ça pourrait convenir à des Fred White ou même à des Warren Barguil, pourquoi pas, du côté du classement de cette étape. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve dès demain sur la chaîne. Allez, ciao, ciao.